Mesdames et messieurs, chers invités, permettez-moi d'abord de vous souhaiter la bienvenue dans ce programme dénommé l'ESPAD Séminaire. Le laboratoire d'analyse des sociétés et pouvoirs, affilié à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, s'affirme comme un haut lieu de réflexion et de production scientifique en sciences sociales à la croisée de plusieurs disciplines. Sa vocation première réside l'analyse approfondie, dans l'analyse approfondie des mutations contemporaines affectant les sociétés africaines. Le laboratoire se consacre également à l'analyse de problématiques fondamentales liées aux défis démographiques, à la transition écologique, aux problématiques liées au numérique, à la politique publique, à la sécurité humaine, entre autres. Le laboratoire du LASPAT se veut également comme un espace de dialogue scientifique en favorisant l'interdisciplinarité, tout en rendant accessibles les savoirs produits par ces chercheurs sur les thématiques phares qui structurent ces actes de recherche. C'est avec un immense plaisir que je vous accueille aujourd'hui pour cette série de séminaires consacrés à la patrimonialisation de Tombouctou, représentation, enjeux et défis. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour le deuxième séminaire consacré aux manuscrits tombouctiens, enjeux et défis de leur patrimonialisation. Ce séminaire mettra en lumière les enjeux complexes et les défis contemporains liés à la préservation, à la gestion et à la valorisation des manuscrits de Tombouctou, véritables témoins des trésors inestimables du patrimoine intellectuel de l'Afrique de l'Ouest. Pour prendre en charge cette thématique, nous avons aujourd'hui l'honneur de recevoir le DR Banzoumana Traoré, docteur en études arabes, expert en gestion et valorisation du patrimoine documentaire avec des travaux au Mali, au Nigeria, au Burkina Faso, en Guinée-Conakry et en Côte d'Ivoire. Actuellement, il est spécialiste de communication à l'UNESCO Bamako, secteur communication et information. De 2006 à 2022, il est coordonnateur des programmes Savama d'ici, de l'ONG Savama d'ici, autant pour moi. Ses derniers travaux portent sur un projet de document cadre de politique nationale de sauvegarde et de gestion des manuscrits anciens au Mali et son plan d'action quinquennal. Il est également sur une étude sur l'état de conservation, de valorisation, d'accessibilité et de diffusion des manuscrits anciens du Mali en 2020. Il est aussi en préparation de 2 dossiers à l'inscription au registre MDA en 2016. Je suis Aïssatou Diallo, allocataire de recherche au LASPAD, doctorante à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis au Centre d'études des religions de l'UFR CRAC. Nous sommes donc ravis et privilégiés de bénéficier aujourd'hui de l'expertise du docteur Banzoumana Traoré. Je vous invite donc à lui prêter une oreille attentive pour son intervention d'une quarantaine de minutes qui sera suivie d'une série de questions. Et à ce propos, vous pouvez également écrire sur le chat vos questions. Merci à tous pour votre attention et sans plus tarder, je cède la parole à notre invité. Der Banzoumana Traoré, la parole est à vous. Eh bien, bonjour Aïssatou, bonjour à toutes et à tous, tous les participants qui sont connectés pour suivre ces séminaires importants sur les manuscrits anciens, enjeux et défis de la patrimonialisation. Je suis très heureux de faire partie de vos invités et j'espère pouvoir apporter ma contribution à l'édification d'un savoir autour des manuscrits anciens, notamment ceux de Tombouctou. Alors, pour cette présentation que je voudrais faire, je voudrais partager avec vous euh, mon, mon écran pour que nous puissions suivre ça ensemble. Vous avez
Mon écran affiché. Oui, on Très voit l'écran. On voit votre bien. écran. Voilà. Donc, pour aborder ce thème, j'ai pensé à un plan axé sur, premièrement, présenter un peu les manuscrits anciens du Mali. Donc, dans l'intitulé du thème, on parle de manuscrits de Tombouctou, mais je parlerai beaucoup plus aujourd'hui sur les manuscrits du Mali, dont fait partie les manuscrits de Tombouctou. Parce que les manuscrits de Tombouctou, c'est devenu un nom labellisé, mais les manuscrits se trouvent partout au Mali. Et d'ailleurs, euh, quand vous prenez la carte du Mali du nord au sud, de l'ouest à l'est, vous ne trouverez presque aucune région sans qu'il y ait une présence massive des manuscrits anciens. Mais la particularité de Tombouctou est que Tombouctou a été beaucoup plus active avec la préservation et la valorisation de ces manuscrits. Le deuxième point que je voudrais aborder, ce serait la question de la patrimonialisation, enjeux et défis. Et je finirai par des recommandations suite à ma présentation. Donc, parlant des manuscrits de Tombouctou, je voudrais d'abord commencer à définir qu'est-ce que c'est qu'un manuscrit. Un manuscrit ancien est un document écrit à la main sur un support souple ayant une valeur culturelle, scientifique et historique pour une nation. Si nous prenons le cas spécifique du Mali, il s'agit vraiment des documents écrits en caractère arabe, qu'ils soient d'expression arabe ou bien écrits dans nos langues locales ou dans nos langues nationales, mais toujours avec des alphabets arabes. Donc, ce type de manuscrits, nous les appelons des manuscrits adjami. Les manuscrits sont vraiment une composante du patrimoine documentaire qui, selon l'UNESCO, comprend les documents ou ensemble de documents qui présentent une valeur significative et durable pour une communauté, une culture, un pays ou pour l'humanité en général, et dont la détérioration équivaudrait à une vraiment appauvrissement dommageable pour la communauté. Voilà la définition du patrimoine documentaire et les manuscrits sont vraiment un élément de ce patrimoine documentaire. Comme je le disais tout de suite, de Caille à Kidal, de Ségou à Sikasso, les manuscrits anciens sont présents dans la vie de nos communautés qui les conservent très jalousement d'ailleurs. Aujourd'hui, nous estimons qu'au Mali, euh, nous avons 511 032 anciens manuscrits identifiés et localisés à travers le pays. Quand je dis identifiés et localisés, euh, cela veut dire nous connaissons qui détiennent ces manuscrits. Ces manuscrits se trouvent dans quelle localité? Parce que c'est à l'issue d'une étude que nous avons menée, dont Aïssatou vient de faire la mention en 2000, étant consultant pour l'UNESCO, une étude qui a couvert tout le territoire du Mali et qui nous a permis vraiment d'estimer ce nombre. Mais si nous regardons la présence réelle des manuscrits à travers le Mali, c'est au-delà de ces nombres, puisqu'il y a encore, il y a beaucoup de villes, beaucoup d'endroits que nous savons qu'il y a la présence des manuscrits, mais nous n'avons pas jusqu'à présent pu les dénombrer et être sûrs de leur nombre exact. Mais les 511 000 aujourd'hui sont connus et reconnus et nous savons où ils se trouvent. Les manuscrits anciens constituent aujourd'hui un héritage culturel et scientifique important à plusieurs égards. Premièrement, il a été beaucoup plus dit dans les universités que l'Afrique n'a qu'une civilisation d'oralité. Et nous trouvons aujourd'hui, avec la présence massive de ces manuscrits, que cela relève vraiment des mensonges, excusez-moi le terme, puisque
avec la présence de ces manuscrits qui sont écrits avec alphabet arabe, mais également dans nos langues en utilisant l'alphabet arabe. Et en faisant aussi d'autres recherches, nous avons vu que l'Afrique a connu d'autres systèmes d'écriture qui n'est pas l'écriture arabe. Mais moi, la théorie que je défends beaucoup, c'est que tellement que l'Afrique a été très ouverte et nous avons, surtout en Afrique de l'Ouest ici, nous avons dû laisser nos propres systèmes d'écriture et adopter les systèmes d'écriture arabes, puisque c'était venu avec la religion musulmane et nous avons beaucoup embrassé cette religion et nous avons fait de l'écriture arabe un outil scientifique, mais surtout un outil économique. Qui, vous allez voir qu'il y a beaucoup de manuscrits qui traitent du commerce, des échanges entre l'Afrique subsaharienne et le Maghreb, et même au-delà de l'Atlantique. Alors, encore, ces manuscrits aujourd'hui constituent vraiment une mémoire collective pour le Mali, pour l'Afrique et le monde entier, d'où l'intérêt beaucoup plus accru des scientifiques à travers le monde pour comprendre, étudier et vulgariser les manuscrits anciens du Mali et de Tombouctou. Beaucoup d'initiatives sont là à travers le monde, à partir des États-Unis, en France, en Afrique du Sud, où des universités entières où des facultés entières sont dédiées à l'étude de ces manuscrits. Également, à travers le manuscrit, nous comprenons que c'est un patrimoine vivant à trois dimensions. La première dimension qu'on peut trouver dans les manuscrits, c'est qu'il y a une dimension matérielle, qui sont les papiers, les parchemins, l'encre. Tout ça, ça relève d'un savoir-faire, que ce soit local ou euh, endogène ou exogène. Si nous prenons les cas de papier sur lesquels nos ancêtres ont écrit les manuscrits, nous voyons que les papiers nous venaient de l'Égypte. Et à partir de l'Égypte aussi, le papier venait soit de l'Italie, soit de la Chine. C'est pourquoi nous trouvons dans les manuscrits qu'il y a deux types de papier, un papier filigrané et un papier non filigrané. Donc, le papier avec filigrane, là, on appelle des papiers occidentaux et les papiers sans filigrane, nous les appelons les papiers orientaux. La deuxième dimension, c'est la dimension immatérielle des manuscrits anciens. Parce que, au-delà de ce support, nous retrouvons une connaissance des savoirs endogènes et des savoirs exogènes de l'Afrique. Les manuscrits traitent de tous les sujets que nous pouvons imaginer, les matières scientifiques, littéraires, tout ce que nous pouvons penser comme domaine scientifique ont été traités par ces manuscrits. L'autre dimension, c'est que les manuscrits sont vraiment un reflet de l'expression de la diversité culturelle. Si aujourd'hui, vous prenez un manuscrit écrit à Tombouctou, un manuscrit écrit à Caille ou un manuscrit écrit à Ségou, un manuscrit écrit à Sigasso, vous allez voir qu'il y a les traits de caractère qui peuvent différencier chaque localité, puisque chaque localité a ses propres savoirs et ils l'ont utilisé pour pouvoir rédiger, copier, reproduire ces manuscrits. Donc, nous pouvons les identifier à travers vraiment des traits qui démontrent que vraiment c'est le reflet vraiment de cette expression culturelle à travers le Mali. Si nous essayons de retracer l'histoire des manuscrits anciens au Mali, et sans doute c'est mêlé à la pénétration de l'islam au Mali. Donc, mais cela a été une longue histoire. Mais ce qu'il faut retenir, c'est quelques dates qu'on va essayer de nous arrêter un moment pour voir qu'est-ce que ça donne comme fait historique par rapport à la conservation et à la validation de ces anciens manuscrits au Mali. D'abord, avant 1850,
beaucoup ne savaient pas ce qui était dans ces manuscrits, ne connaissaient pas ces manuscrits parce que en ce moment, on n'avait pas eu de contact avec les colonisateurs. Mais à partir de ces contacts-là, via le Sénégal pour pénétrer un peu à l'intérieur de l'Afrique de l'Ouest, et nous commençons à voir que les colonisateurs s'intéressent aux documents écrits en arabe. Il y a même un moment, l'influence de ce document était large et très impactante sur les communautés que les colons ont interdit formellement la circulation de tout document écrit en arabe pour pouvoir contrecarrer l'influence des religieux. Donc, à partir de 1850 jusqu'à 1866, c'était vraiment une gestion familiale avec les gens qui conservent beaucoup leurs manuscrits chez eux. Et nous avons assisté en cette période à beaucoup de déportations de ces manuscrits vers l'Europe. Nous prenons le cas de la bibliothèque oumarienne de l'Hadj Oumar Tal, qui est aujourd'hui logée au sein de la Bibliothèque nationale de France, la BNF, sous l'appellation le Fonds oumarien, qui est là-bas et qui aujourd'hui est tombé dans les domaines publics. Tous chercheurs, tous ceux qui sont intéressés par les manuscrits anciens peuvent aller sur le site de Gallica, qui est un moteur de recherche lié à la Bibliothèque nationale de France, et peut tomber sur ces manuscrits et peut télécharger les fichiers PDF et pouvoir les étudier. Donc, à partir de 1966, 67, il y a eu un intérêt croissant des Africains eux-mêmes par rapport à ce manuscrit. Donc, c'est au lendemain des indépendances que, sous l'impulsion de l'UNESCO, il y a eu une conférence, plusieurs rencontres d'experts autour des manuscrits anciens. Et en 1967, la rencontre de l'expert Teni Atomboktu a été vraiment le point de départ vraiment de tout ce qu'aujourd'hui nous savons sur la conservation de ces manuscrits anciens. C'est là où ça a été décidé de créer un centre dédié à la collecte, à l'étude et à la diffusion de ces manuscrits qui s'appelait CEDRAP, Centre de documentation et de recherche Ahmed Baba, qui porte le nom d'Ahmed Baba. Ahmed Baba, qui est une figure emblématique dans le domaine des sciences en Afrique et qui est aussi connu ailleurs, hein, par d'autres communautés scientifiques comme un des grands savants de son temps. Donc, de 67 jusqu'à 95, c'était un peu le monopole de l'État à travers ce centre-là qui faisait les collectes et la préservation de ces manuscrits. Donc, à partir de 1996, donc le domaine est un peu démocratisé, si je peux dire comme ça, parce qu'avec l'avènement de la démocratie au Mali en 1991, il y a eu la liberté de création des associations. Donc, il y a eu des associations créées pour la conservation des manuscrits anciens, dont l'association Savama DCI. Savama est aujourd'hui devenue une ONG. Donc, j'ai travaillé plusieurs années au sein de cette ONG. Donc, depuis ces jours-là, donc, la conservation et la valorisation de ces manuscrits est devenue une préoccupation pour l'État et même pour la société civile. Donc, je m'arrête là concernant à propos des manuscrits anciens. Et donc, j'ai voulu donner quand même la définition, un peu l'importance de ces manuscrits et aussi son contexte historique au Mali et à Tombouctou. La deuxième étape de ma communication s'articule autour de la patrimonialisation, enjeux et défis. Donc, le concept même de la patrimonialisation est un processus par lequel un bien, que ce soit matériel ou immatériel, est reconnu, valorisé et protégé comme patrimoine par une société ou par une institution. Il s'agit de transformer un objet ou une pratique ordinaire en patrimoine, c'est-à-dire un élément considéré comme important pour l'histoire
pour l'identité, pour la morale collective d'un groupe, d'une nation ou de toute l'humanité. Donc, partant de cela, nous savons que cette patrimonialisation a des enjeux et des défis. Donc, on se pose la question aujourd'hui, quels sont les enjeux de cette patrimonialisation pour le Mali et pour l'Afrique? Premièrement, je dirais l'acceptation ou la compréhension que l'Afrique a laissé un héritage intellectuel. Cela a été dénié de l'Afrique. Il y a eu des discours pour dire que l'Afrique n'a pas connu de civilisation, mais comme je l'ai dit à l'introduction à propos des manuscrits, la présence de ces manuscrits est un démenti formel pour dire que l'Afrique n'a connu que de l'oralité. En plus de l'oralité, il y avait l'écriture, donc c'est deux systèmes imbriqués qui a permis à l'Afrique de laisser un héritage intellectuel. Cet héritage intellectuel est aujourd'hui enfoui dans ces manuscrits, ce qui nous invite aujourd'hui, nous, en tant que chercheurs, en tant que doctorants, étudiants en master ou en licence de recherche, d'orienter nos travaux aujourd'hui vers cet héritage intellectuel et faire en sorte que ça soit vulgarisé, que ça soit mis à la disposition de la population pour un usage efficient. Au-delà, que ce soit un héritage intellectuel, donc de par tout ce que ces manuscrits contiennent, comme savoir en médecine, savoir en astronomie, savoir en astrologie et nos savoirs endogènes, ces manuscrits constituent aujourd'hui une identité culturelle et une fierté nationale, une fierté africaine et je dirais même une fierté mondiale pour ceux qui connaissent aujourd'hui les valeurs intrinsèques de ces manuscrits. Donc, pour les Africains, il est important, ou pour tous les Maliens, il est important de se référer à ces manuscrits pour se découvrir, pour connaître notre culture, pour connaître nos us et coutumes et en être fiers et aussi partager cela avec le monde pour qu'ils apprennent de nous également. Cela est très important. L'autre enjeu que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui, ça constitue un intérêt scientifique et académique. Mais malheureusement, cela n'est pas tellement bien perçu. C'est un enjeu, mais c'est un défi également qu'il faut que les scientifiques, les académiciens s'intéressent davantage à ces trésors qui sont les manuscrits anciens. Vous pouvez imaginer qu'aux États-Unis, un doctorant quitte les États-Unis et vient séjourner à Tombouctou, 2 ans, 3 ans, essaye de comprendre la langue Soraï, qui est la langue locale de Tombouctou, essaye de perfectionner son arabe et il travaille pour étudier l'économie de l'Afrique subsaharienne à travers ces documents manuscrits. Cela est très important. Je donne cet exemple parce que j'en ai vécu à Tombouctou. J'ai côtoyé la personne qui est aujourd'hui spécialiste des questions économiques, de l'histoire de l'économie de l'Afrique subsaharienne, en commence surtout les relations entre Gadamès, qui se trouve aujourd'hui en actuelle Libye, et Tombouctou au Mali. Pourquoi pas nous-mêmes, en tant qu'historiens, en tant que physiciens, en tant que médecins, en tant qu'astrologues, pourquoi nous ne pas s'intéresser à ces manuscrits, prendre des congés sabbatiques, se consacrer à l'étude des manuscrits et vulgariser. L'Afrique du Sud a fait déjà une expérience, a dédié une équipe au Mali pendant plusieurs années en travaillant que sur les manuscrits relatifs aux mathématiques, à la chimie, aux physique, à la biologie, à l'astrologie et à l'astronomie. Et actuellement, ces manuscrits sont en train d'être exploités par des scientifiques sud-africains.
Cela doit inspirer tout le monde à pouvoir y travailler, notamment nous les Maliens qui sont les voisins directs de ces manuscrits. Si je peux m'exprimer ainsi. Bon. Également, l'autre enjeu, que aujourd'hui ces manuscrits jouent un rôle très important dans le dialogue interculturel entre nous-mêmes ici Maliens et même entre Maliens et d'autres nations africaines, mais au-delà entre le Mali, les pays du Maghreb, le Mali et d'autres pays. Vous imaginez qu'au Mali, dans les manuscrits de Tombouctou, on peut trouver des manuscrits en langue turque. Vous imaginez qu'on écrit, on a découvert des manuscrits écrits avec des encres. Parmi les composants de ces encres, on trouve des pierres précieuses et ces pierres, on ne les trouve qu'en Afghanistan. Donc, on se demande quelle était la relation de Tombouctou ou du Mali avec l'ensemble de ces contrées. Donc, cela veut dire qu'il y avait une relation établie, que ce soit une relation de commerce, que ce soit une relation politique. Notamment, en parlant de la relation politique, nous pouvons identifier un manuscrit, une lettre d'un des grands érudits de Tombouctou qui évoque une situation, un conflit entre la Turquie d'aujourd'hui et la France d'aujourd'hui et prend position clairement par rapport à cela. Donc, cela veut dire que nos ancêtres étaient informés de tout ce qui se passait à travers le monde et s'exprimaient aussi sur des questions mondiales. Donc, à travers l'étude de ces manuscrits aujourd'hui, nous pouvons vraiment jouer un grand rôle dans ce dialogue interculturel et ce dialogue diplomatique entre l'Afrique et les autres nations, entre le Mali et le monde entier. Après avoir évoqué ces enjeux, je voudrais un peu toucher les défis de ces manuscrits. Vous voyez cette image que vous voyez sur l'écran, c'est moi-même qui ai pris cette image lors de l'étude que je conduisais dans un village à 218 kilomètres de Bamako. Aujourd'hui, le premier défi que nous avons, c'est vraiment les menaces physiques et sécuritaires autour des manuscrits. Vous vous souvenez qu'en 2012, on a failli perdre l'ensemble de ces manuscrits, n'eût été les actions sanitaires de l'ONG Savama DCI et du gouvernement du Mali, appuyés par les partenaires à travers le monde, notamment l'UNESCO. Et ce défi persiste encore, puisqu'il y a des zones qui demeurent inaccessibles. Et nous savons bien que les manuscrits existent. Prenez la région de Nara, qui aujourd'hui, pour des problèmes sécuritaires, n'est pas accessible à tout le monde. Et nous ne pouvons pas aller vers ces localités et identifier, inventorier et même dire que nous allons entamer des processus de conservation de ces manuscrits. Cela est aujourd'hui très difficile. Donc, cela constitue un défi majeur. Et aussi, les manuscrits qui sont connus, plus de 5000 dont j'en ai parlé, si nous regardons, il y a, à part ce que la Savama détient et ce que l'Institut des hautes études et de recherche islamique détient, qui est, dont l'ancêtre est le centre Ahmed Baba, le centre Ahmed Baba qui est devenu l'Institut Ahmed Baba également détient plus de 39 000 manuscrits et la Savama en détient plus de 300 000 manuscrits. Au-delà de ces manuscrits, si nous regardons les manuscrits qu'on a identifiés à Kay, à Baraoulé, à Gao et dans la région de Koulikoro, ne bénéficient aujourd'hui hein, d'aucune mesure de protection physique et sécuritaire. Donc, cela nous interpelle également pour que nous puissions agir là-dessus. C'est pourquoi l'UNESCO vient de démarrer un projet de préservation et de conservation des manuscrits du patrimoine documentaire africain en péril. Donc, ce projet permettra de répondre à ces défis
et aller pour faire des prospections dans des localités avec l'appui des forces de sécurité, toutefois que c'est possible pour pouvoir identifier, inventorier ces manuscrits. Mais également aussi, on a le défi des ressources et des compétences techniques. Nous avons des écoles au niveau de l'Institut des hautes et des recherches islamiques à Ahmad Baba, un DIT, Bac plus 2, pour former les gens sur les patrimoines euh, de manuscrits spécifiquement en numérisation, en codicologie et en conservation. Mais cela ne suffit pas. Il- on a des écoles célèbres en Afrique qui travaillent sur le patrimoine documentaire, l'archivage. Il y a Elbad à Dakar, il y a École du patrimoine au Bénin. Donc, l'ensemble de ces structures doivent ouvrir une fenêtre vers les manuscrits anciens et pouvoir former des spécialistes qui peuvent travailler sur la conservation de ces manuscrits. Peut-être au cours du débat, on pourrait en discuter si parmi les participants, il y a des experts qui travaillent dans ces domaines. Le problème d'accessibilité et de diffusion, cela constitue un problème majeur. Je l'ai évoqué dans le titre que j'ai fait pour l'UNESCO en 2020. Il y a un sérieux problème. Les gens considèrent beaucoup plus les manuscrits comme un objet de musée, qu'il suffit d'aller contempler la beauté de ces manuscrits. Mais lorsqu'il s'agit de travailler sur le contenu de ces manuscrits pour les diffuser, nous avons assez de problèmes avec les détenteurs. Parce que jusque-là, il y a une incompréhension autour de ces manuscrits qu'il faut lever, dire que si le document support papier appartient à la famille, mais le savoir que ce manuscrit contient est un savoir universel et doit être mis à la disposition de tout le monde. Donc, cela demande un travail de sensibilisation que nous avons commencé à travers un projet ici à l'UNESCO. Ce projet a été bouclé en décembre 2025 et 2024, qui était axé sur vraiment une campagne de sensibilisation de proximité, où nous sommes allés voir les communautés, les détenteurs de manuscrits et les élèves au niveau secondaire pour amener ces élèves à aller à la découverte de ces manuscrits, pour faire le lien entre les thèmes traités dans ces manuscrits et les disciplines enseignées par ces élèves-là. Cela a été beaucoup apprécié et si vous partez sur le site internet de l'UNESCO Bamako, vous pouvez voir ces reportings sous forme d'articles de presse avec des images à l'appui qui montrent que c'est un défi réel parce que sur tous les Mali, nous n'avons choisi que trois villes, Tombouctou, Ségou, Djenné. Mais alors que les manuscrits se trouvent partout et nous devons continuer à multiplier ce type d'activités pour faciliter l'accès aux manuscrits anciens. L'autre défi que j'ai mis en dernière position, mais qui est le défi principal des patrimonialisations, ça c'est la reconnaissance juridique de ces manuscrits. Au Mali, ici, l'UNESCO a fait beaucoup d'efforts pour aider le gouvernement à avoir un statut particulier pour les manuscrits. Il y a eu un projet de loi sur le trafic illicite des manuscrits anciens qui n'est pas encore adapté. L'UNESCO a aidé aussi le Mali a élaboré un document de politique nationale de gestion et de valorisation des manuscrits anciens avec un plan quinquennal qui aussi, malheureusement, n'est pas encore validé. Donc, il s'agit aujourd'hui, si nous voulons vraiment donner l'aspect patrimoine à ce manuscrit, il faut que nous ayons vraiment un arsenal juridique, des textes juridiques qui protègent les manuscrits, mais au-delà, qui encadre la gestion de ces manuscrits. Cela est très important. Et les deux documents, les deux travaux que je viens de citer, que l'UNESCO a aidé à faire, contribuent à cela.
Et à travers ce nouveau projet que nous allons entamer ce mois, à partir du mois de juin, nous allons aussi appuyer, continuer à appuyer, à échanger, à discuter, à sensibiliser les décideurs pour que ces documents politiques puissent être adoptés et que on ait une loi spécifique pour les manuscrits. C'est vrai, le Mali a aujourd'hui une loi pour l'ensemble du patrimoine culturel et naturel, qui est la loi 034-2022, adoptée le 28 juillet 2022. Mais si vous regardez la mention faite dans cette loi, on parle de manuscrits rares. Cela ne définit pas explicitement ce que nous avons aujourd'hui comme manuscrit, comme patrimoine documentaire à préserver. C'est pourquoi, vu les caractéristiques particulières de manuscrits anciens, nous voulons que le Mali aille vers des textes spécifiques, un régime, pas général, mais un régime spécifique pour la conservation de ces manuscrits, comme c'est le cas dans plusieurs pays. Si nous prenons le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, l'Égypte, et ils ont des régimes spécifiques pour les manuscrits, parce que les manuscrits, ce n'est pas comme tous les autres biens culturels. Alors, je m'en vais vers les recommandations, puisque le temps donné s'épuise petit à petit. Comme première recommandation, si nous voulons vraiment assurer la patrimonialisation des manuscrits, il faut que nous valorisions l'éducation patrimoniale. Il faut que nous arrivons d'insérer dans les programmes scolaires l'étude du patrimoine culturel, dont les manuscrits anciens. C'est déjà un chantier sur lequel UNESCO travaille, puisque l'année dernière, avec le ministère de l'Éducation nationale, nous avons aidé à élaborer une leçon modèle sur les manuscrits anciens. Et cette leçon modèle a été dispensée auprès de 12 500 scolaires. Donc, c'était une première fois au Mali et nous allons essayer de répliquer pour que un jour nous puissions avoir dans les curricula une discipline concernant les patrimoines culturels et notamment les manuscrits anciens parce que ça se trouve partout et les élèves même ont témoigné que même dans leur maison, ils voient les grands-parents avec des copies, mais ils ne savent pas, ils pensent que ce n'est que des feuilles de Coran, que voilà, ça n'a d'autre valeur que religieuse, alors que ces manuscrits contiennent vraiment de véritables savoirs à découvrir. Donc, il faut vraiment aller vers cette éducation du patrimoniale et insérer l'étude de ces patrimoines dans les curricula scolaires. Cela favoriserait la transmission culturelle. Ça aussi, c'est un défi à relever. Les familles qui détiennent les manuscrits, la communauté, il n'y a pas vraiment une véritable relation entre les deux. Il faut que les familles s'ouvrent à la communauté. Il faut que aussi les communautés partent à la découverte de ces manuscrits, qu'il y ait cette transmission culturelle des valeurs de ces manuscrits, que ce soit leur conservation, que ce soit leur étude. Et il faut établir vraiment une chaîne de transmission qui permettrait aux générations de continuer à reconnaître et à comprendre ce que c'est que ce manuscrit, qu'est-ce que ça vaut et qu'est-ce qu'ils peuvent en tirer pour les défis contemporains. C'est très important. Pour ce faire, il est lieu aussi de renforcer les capacités locales. Les techniciens qui travaillent sur la numérisation, les techniciens qui travaillent sur le catalogage, les chercheurs qui travaillent sur l'étude des manuscrits, comment lire un manuscrit, comment déchiffrer une écriture, tout cela ont besoin d'être renforcés. Et je pense que avec le nouveau projet que l'UNESCO va entamer le mois de juin, nous aurons pendant 2 ans à travailler sur ces questions et donner une réponse selon les capacités de nos ressources disponibles. Et enfin, nous devons renforcer la coopération, que ce soit entre nous ici, euh, universitaires, détenteurs, gestionnaires ou avec
les pays frontaliers pour voir comment renforcer la sécurité et lutter contre le trafic illicite de ces manuscrits. Vous voyez, beaucoup de nos manuscrits sont déportés aujourd'hui au Maroc parce que les gens quittent, viennent ici, ils vont dans les camps des réfugiés, les gens se déplacent avec les manuscrits, c'est un grand risque et ils essaient de les récupérer à travers les achats. Donc, si nous établissons vraiment des canaux de coopération, nous pouvons réellement lutter contre cela et pouvoir conserver davantage nos manuscrits ici. Cela me fait à mon intervention. Je vous remercie et reste à l'écoute de vos questions pour encore apporter des éléments, des précisions beaucoup plus détaillées. Je vous remercie. Merci beaucoup, Dr. Banzoumana Traoré. Nous allons passer à présent aux questions. Je vais commencer par vous poser quelques questions. Après, je vais passer la parole au public. Selon vous, comment ces manuscrits ont-ils contribué à faire de Tombouctou un centre de savoir au Moyen Âge? Selon vous, Mhm. Oui, je suis en train comment d'écrire. Mhm. ces manuscrits ont-ils contribué à faire de Tombouctou un centre Mhm. de savoir au Moyen Âge? OK, La merci. deuxième question, Mhm. en quoi ces textes remettent-ils en question les stéréotypes sur l'Afrique précoloniale? Mhm. En quoi ces textes remettent-ils en question les stéréotypes sur l'Afrique précoloniale? OK. Je vous donne la troisième question ou bien vous répondez à Allez-y. ces questions d'abord. Allez-y, allez-y. Y a-t-il des initiatives en cours pour former des jeunes chercheurs à la lecture, à la traduction et à l'interprétation de ces manuscrits? Y OK. a-t-il des initiatives en cours Très bien. pour C'est bien. former des jeunes chercheurs Mhm. à la lecture, à la traduction et à l'interprétation de ces manuscrits? C'est bien noté toutes les questions, toutes les trois questions. Vous pouvez répondre Alors, à ces trois OK, questions. très bien. Alors, il faut noter que Tombouctou a une histoire et nous ne pouvons pas narrer cette histoire ici, mais cette histoire est liée à la position stratégique de Tombouctou qui est devenue un carrefour commercial. Donc, ce carrefour a permis vraiment l'échange entre le sud et le nord, entre les pays Maghreb. Cela a influencé les savants qui se sont venus s'installer à Tombouctou et on a eu ce qu'on appelle l'université de Sankoré. Et avec l'université de Sankoré, on avait plus de 25 000 étudiants. Imaginez si chaque étudiant devait avoir ses manuels scolaires. Donc, il fallait en ce moment mettre en place une industrie de copie et de reproduction des manuscrits. Cela a été fait par les habitants, dont l'un est très connu par rapport à ça, Ahmed Boularaf, et il est plus récent, mais à travers ce qu'il a fait, nous avons déjà compris ce qui se faisait avant pour permettre la production de ces manuscrits anciens. Donc, si nous regardons la description de l'Afrique que Léon l'Africain a écrit, il parle que le commerce des manuscrits était le commerce le plus juteux à Tombouctou. Cela dit tout aujourd'hui, puisque nous avons tellement de copies de manuscrits à Tombouctou qui sont conservées par les familles. Et donc, si nous regardons la combinaison de la pénétration de l'islam, que ce soit un carrefour de commerce. Donc, cela a favorisé l'échange entre les érudits qui se sont venus s'installer et qui ont mis en place des écoles de formation. Et ces écoles ont attiré beaucoup d'étudiants de partout.
et ainsi l'industrie de production de ces manuscrits ont été développée par les citoyens et qui a permis qu'aujourd'hui Tombouctou est devenu un centre culturel, mais aussi un centre économique. Aujourd'hui, nous n'avons plus tous ces aspects-là à Tombouctou, notamment le centre économique, mais les traces sont là et sont visibles et à travers ces manuscrits que nous devons continuer. Et Ahmed Ba, je disais, le savant, l'autre savant, Amadou Ampateba disait que Tombouctou était à la tête des nations et que euh, quelqu'un a sifflé. Donc, directement, les gens ont pris une autre voie et Tombouctou s'est retrouvé à la queue des nations. Mais peut-être qu'un jour, on va souffler encore pour que nous prenions une nouvelle direction et Tombouctou serait aussi à la tête des nations. Et je pense que si nous travaillons pour mieux préserver ces manuscrits, nous pouvons arriver à cela et concrétiser le rêve de notre célèbre savant Amadou Hampâté-Bâ. Alors, comment ce manuscrit peut contribuer à faire lever les stéréotypes précoloniaux sur l'Afrique? Vous savez, nous, l'Afrique est cachée aux Africains parce que les premiers qui ont travaillé sur l'histoire de l'Afrique véritablement n'étaient pas les mains des Africains. Donc, ceux qui ont écrit l'histoire ont fait l'histoire selon leur convenance. Et ils ont sciemment ignoré les premières sources de l'histoire sur l'Afrique. Les Ibn Battuta, les El-Bikri, les Ayakoubi, qui ont écrit d'abord sur l'Afrique et ont vanté les mérites de l'Afrique. Les colons ont pris ces ouvrages-là et ont refait l'histoire de l'Afrique à leur façon. Et nous, en tant qu'Africains, on n'a plus accès à ces sources-là comme il le faut. Alors que eux, ils étaient les premiers à l'exploiter et c'est des sources arabes, c'est des sources écrites en arabe. Donc, cela est très important qu'il faut que nous reconnaissions. Donc, aujourd'hui, si nous révalorisons l'ensemble de ces manuscrits et étudions leur contenu, et nous pouvons vraiment nous redécouvrir et voir tout ce que nous avons contribué à la civilisation de l'humanité. Mais aujourd'hui, nous disons que nous n'avons pas cet outil-là, puisque les manuscrits sont écrits en arabe et nous prenons la langue arabe comme un obstacle. J'ai dit, il faut que nous arrêtions avec ça. C'est pourquoi j'ai dit, en Afrique, il y a plusieurs intellectuels, les intellectuels avertis et les intellectuels non avertis. Ceux qui sont avertis connaissent les valeurs de ces manuscrits et essayent de les découvrir en s'appuyant sur les arabophones pour pouvoir travailler sur les manuscrits. Mais d'autres, s'ils ne sont pas avertis, ne voient qu'en ces manuscrits vraiment des sources religieuses, des questions de jurisprudence islamique. Cela est une vision très, très amoindrie de ce que les manuscrits représentent. Donc, il est vraiment temps que nous étudions ces manuscrits pour pouvoir redonner à l'Afrique sa propre histoire et sa véritable histoire. Est-ce qu'il y a des initiatives aujourd'hui en cours pour l'étude de ces manuscrits? Pas assez. J'ai évoqué dans mon intervention l'existence d'un DIT au niveau de l'Institut Ahmed Baba. Aujourd'hui, c'est le seul institut au Mali qui forme des élèves, des étudiants sur la conservation, la numérisation et le catalogage de ces manuscrits-là. À part ça, ce ne sont que des petites initiatives à côté. Par exemple, quand j'étais à l'UNG Savama d'ici, si nous voulons recruter des gens pour travailler, donc nous les recrutons sans qu'ils aient des compétences pour travailler sur les manuscrits, mais nous les formons d'abord. Ensuite, ils vont commencer à travailler. Et je pense que nous devons aller vers la professionnalisation du domaine en appuyant le DIT de l'Institut Ahmed Baba, qui est basé à Tombouctou.
mais peut-être que en ouvrant d'autres, comment dire, d'autres écoles qui peuvent servir d'autres Maliens et même d'autres Africains qui peuvent se spécialiser en, dans les travaux sur les manuscrits. Très prochainement, l'UNESCO, avec le gouvernement du Mali, va mettre en place un système de séminaires ce qui va permettre aux enseignants des universités de venir à la découverte des manuscrits. Donc, ce séminaire va leur permettre, surtout ceux qui parlent arabe, de comment déchiffrer les manuscrits, cela veut dire comment lire bien les manuscrits, comment faire une édition critique des manuscrits. Ça, c'est le deuxième aspect. Et le troisième aspect, comment faire la traduction des textes anciens, avec les textes de ces manuscrits-là. Parce qu'il n'est pas donné à tout le monde de pouvoir faire ces traductions. Donc, nous allons tenir ces séminaires très prochainement pour aider les universitaires à mieux s'intéresser aux manuscrits anciens. Voilà les éléments de réponse que je pouvais donner à vos trois questions, Madame Aïssatou. Merci beaucoup, Monsieur Traoré. J'ai deux questions sur le chat de Mohamed Djan. Il demande quel type de savoir rencontre-t-on dans ces manuscrits Quel type de anciens? savoir? Mhm. Alors, je le disais, tout ce que nous pouvons imaginer comme savoir se trouve dans les manuscrits. Les mathématiques, l'astronomie, l'astrologie, la biologie, en fait, toutes les sciences, que ce soit sciences exactes, naturelles, sciences humaines, sociales, nous les rencontrons tous dans ces manuscrits. Maintenant, si vous êtes intéressé dans un domaine, vous allez renforcer votre recherche sur ces aspects-là et vous allez découvrir que les manuscrits sont vraiment un réel trésor à exploiter. Mhm. Il demande encore quelles solutions concrètes contre les menaces physiques sur les manuscrits. Les nouvelles technologies peuvent-elles aider? Bien sûr, je commence par cette dernière question. Oui, les nouvelles technologies peuvent aider beaucoup dans les manuscrits, mais attention, les nouvelles technologies sont des couteaux à double tranche. Donc, nous devons les utiliser avec bienséance pour numériser les manuscrits, mais aussi crypter et protéger ces manuscrits contre les copies illégales. Et contrôler l'accès à ces manuscrits. Cela veut dire créer des comptes pour ceux qui veulent. Si nous mettons en place une plateforme DG pour l'accès aux manuscrits, nous allons essayer de identifier chaque personne. Donc, chacun va avoir un compte et à travers ce compte, il se connecte. Et s'il trouve un intérêt dans un manuscrit, il a déjà plusieurs copies, plusieurs images, une ou deux, et ensuite, s'il veut faire un travail sérieux sur les manuscrits, il contacte le détenteur de manuscrits formellement pour pouvoir travailler sur le manuscrit selon les conditions que les dés vont se fixer entre eux. Mais tout cela, l'État du Mali doit avoir un regard là-dessus. Pour les menaces sécuritaires, il faut des mesures juridiques. Ça, je l'ai dit, il faut des mesures juridiques pour lutter contre le trafic illicite de ces manuscrits. Il faut qu'il y ait des peines pour ceux qui travaillent pour la falsification, comment dire, la destruction volontaire de ces manuscrits. Donc, tout un arsenal juridique est important aujourd'hui pour pouvoir mieux protéger les manuscrits, surtout à travers nos frontières. Y a-t-il d'autres questions parmi l'assistance? Je vois qu'il y a une main Quelqu'un levée. voudrait-il? Il y a une main levée. Moussa Yorodjong, vous avez la parole. Merci, madame. Bonjour à tout le monde. Et des remerciements sont adressés également au docteur Banzoumana Traoré pour l'intelligibilité de la présentation, mais aussi la qualité des informations qui sont contenues dans la présentation. Alors, vraiment, Tombouctou est pour nous, Africains, un centre de gravité pour lequel vraiment nous nous glorifions beaucoup. Donc, la conservation des informations et des documents qui s'y trouvent doit vraiment l'affaire de tous et l'œuvre de tout le monde. Alors, sous ce rapport-là, moi, je voudrais qu'on revienne un peu sur les méthodes et les stratégies, les voies et moyens pour mieux conserver ces manuscrits-là.
Parce qu'il ne faut pas perdre de vue également que le principe scientifique n'a pas de sens s'il n'est pas associé du principe politique. Les bonnes idées, les belles propositions, on les accepte, mais s'il n'y a pas la volonté politique de nous aider dans la préservation, dans la conservation des documents, ça ne marchera pas. C'est pourquoi j'aurais souhaité, en termes de défis, en termes de recommandations, est-ce qu'il ne serait pas bien au niveau de l'hémicycle, au niveau du système législatif, qu'il y ait une commission qui s'occupe uniquement de la patrimonialisation des manuscrits de Tombouctou. C'est là où ça a vraiment un sens, parce qu'il faudra également que nous, scientifiques, que nous soyons aidés par les politiciens. Parce qu'il y a des stratégies qu'on peut mettre en œuvre, qu'on peut exécuter, que si on a vraiment les leviers du pouvoir. Et malheureusement, bon, je dirais malheureusement, vous excusez le terme, peut-être moi, c'est dans l'ordonnement des choses, ces leviers-là sont entre les mains de nos politiciens. C'est pourquoi je souhaitais, est-ce que, pour moi, en termes de défis de recommandation, la création d'une commission qui est chargée uniquement des manuscrits de Tombouctou. Encore une fois, tout en vous remerciant pour la qualité de la présentation, également la valeur des informations qui sont fournies. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Moussa. Cette préoccupation que vous venez de dire est déjà prise en compte dans le document de politique nationale de sauvegarde et de gestion des manuscrits anciens. Donc, c'est un document qui part sur la base des recommandations 2015 de l'UNESCO concernant la valorisation et la préservation du patrimoine documentaire, y compris sous sa forme numérique. Donc, dans ces documents proposés, que nous souhaitons que ce soit adopté le plus tôt possible, il y a l'ensemble de ces aspects le rôle de l'État, le rôle des gestionnaires, le rôle des communautés, tout est bien défini, appuyé par un plan d'action quinquennal, budgétisé même, voilà, qui attend d'être validé pour que ça soit vraiment opérationnel à 100%. Mais tout ce que nous faisons aujourd'hui au sein de l'UNESCO part à partir de cette politique, parce que l'UNESCO était à la base de ce document politique qui a aidé le ministère de la Culture du Mali à élaborer ces documents. Donc, nous nous inspirons beaucoup sur ce draft-là pour vraiment engager nos actions. Mais la décision politique ne peut venir que des autorités. Donc, nous attendons et mais nous continuons toujours à sensibiliser. Sinon, ce sont des mesures qui ont été proposées dans les documents politiques nationaux. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'ai une autre question de Omar Samba Baldé. Il demande qu'est-ce qui explique qu'au Mali, à Tombouctou, des groupes religieux se sont attaqués à des édifices et ont beaucoup détruit, effacé certaines traces de l'histoire. Alors, c'est une question pertinente, mais difficile pour moi de me prononcer là-dessus. Mais il faut quand même reconnaître que l'islam que Tombouctou ou les manuscrits de Tombouctou et les manuscrits du Mali défendent est un islam très ouvert, un islam tolérant. Ouais. Donc, les communautés, tout le monde vit dans l'harmonie, dans la cohésion. Maintenant, qu'est-ce qui justifie les réactions? Là, il m'est difficile de me prononcer là-dessus, mais je sais quand même que tout ce que nous avons dans les manuscrits, ce sont là des principes religieux reconnus et contribuant à l'harmonie de la société et à la cohésion sociale. Y a-t-il d'autres questions parmi l'assistance? Il n'y en a pas. Oui, il y en a. Mhm. Vous pouvez prendre la parole si vous voulez. Mhm. Ok, bonjour. Euh, je tiens tout d'abord à féliciter Dr Banzoumana Traoré pour la qualité de son intervention et également remercier les organisateurs de voilà, ce séminaire-là. Donc vraiment, j'ai une question, également une contribution.
La question, c'est par rapport au retour des manuscrits anciens de Tombouctou qui sont aujourd'hui entre Bamako et d'autres localités. Alors, la communauté de Tombouctou réclame le retour de ces manuscrits depuis voilà, plusieurs années maintenant. Donc, il a parlé des défis sécuritaires. Également, il y a aussi l'aspect économique. Ah oui, oui, le financement de l'opération de retour de ces manuscrits. Donc, dans les défis, il n'a pas mentionné ces défis qui est aujourd'hui important parce que on est conscient de l'aspect sécuritaire. Bien sûr que ça s'est un peu amélioré, mais c'est une situation volatile. Mais si on doit retourner, si on doit faire retourner ces manuscrits, oui, quelle est votre position par rapport à cette question du retour des manuscrits anciens aux communautés de Tombouctou? Ça, c'est la question. Donc, le deuxième point, c'est par rapport à l'aspect économique. Vous avez parlé de la patrimonialisation des manuscrits anciens de Tombouctou. Voilà, donc je pense que c'est une bonne chose. Mais à cela, il faut vraiment penser à un modèle économique. Comme vous le savez, ça fait des années maintenant, nous avons des partenaires qui viennent voilà, nous appuyer. Bon, ils disent qu'ils viennent, qui nous appuient, mais en venant, ils ont leurs conditions. Ils copient, ils scannent les manuscrits, ils amènent des copies avec eux. Donc, cela constitue vraiment une menace aussi parce que la patrimonialisation, un des aspects importants, c'est l'aspect économique. Donc, si ces Occidentaux, bon, je mets entre griffes, euh, on la copie de l'essentiel de nos documents. Et nous voulons vraiment développer une économie autour de ces manuscrits anciens. Avec cette situation, vraiment, ça laisse à réfléchir. Donc, vraiment, c'est un aspect aussi qu'il faut penser, notamment le modèle économique, quel modèle économique pour assurer la gestion durable de ces manuscrits anciens. Voilà, c'est ça, mais contribution, ma question et contribution. Voilà, donc je me présente, je suis un collègue à Banzoumana Traoré, donc, je suis coordinateur de projet, j'interviens sur Tombouctou, notamment le projet de réhabilitation du patrimoine et le projet de réhabilitation et de valorisation des bâtiments protégés. Un projet qui a été mis en place à la suite de la destruction des bâtiments protégés et la condamnation d'Ahmad Al-Faqih Al-Mahdi. Nous avons beaucoup travaillé avec Banzoumana sur les différents projets qu'il a évoqués, notamment l'élaboration du document de politique sur les manuscrits anciens, également l'inventaire des manuscrits sur l'étendue du territoire national. Donc, je vous remercie. Merci beaucoup, Modibo, cher collègue. Voilà, Modibo il me pousse à parler. OK. Donc, premièrement, concernant le retour des manuscrits à Tombouctou, vous savez, ça peut être une décision politique, comme ça peut être une volonté communautaire de pouvoir retourner aujourd'hui avec les manuscrits à Tombouctou. Bon, pour ceux qui nous écoutent, euh, il faut connaître qu'en 2012, au Mali, avec la crise, il y a eu près de 95% des manuscrits de Tombouctou qui ont été déplacés de Tombouctou vers Bamako. Donc, il y a les fonds conservés par l'État qui se trouvent au niveau de l'Institut des hautes études et des recherches islamiques Ahmed Baba et les fonds détenus par les privés qui se trouvent au niveau de l'ONG Sawama DCI. Donc, à peu près plus de 400 000 manuscrits se trouvent aujourd'hui dans la capitale malienne, qui sont les manuscrits de Tombouctou. Donc, pour le retour, comme je le dis, ça peut être une décision politique, comme ça peut être une décision communautaire. Mais, toutefois, je sais quand même que aujourd'hui, l'Institut Ahmed Baba se prépare à retourner complètement à Tombouctou, mais pour l'ONG Sawama DCI,
Je ne peux pas me prononcer là-dessus. Et je ne sais pas quand, mais il faut quand même qu'il y ait des conditions qui soient réunies là-bas pour que nous puissions retourner avec l'ensemble de ces manuscrits. C'est ça l'idéal aujourd'hui pour redonner à Tombouctou son âme. D'après les Tombouctiens, les manuscrits sont l'âme de Tombouctou. Donc, il est important que euh, la population aussi jouit de ce patrimoine. Et cela est un aspect de patrimonialisation. Si avant, la patrimonialisation était la conservation, la valorisation, mais aujourd'hui, l'aspect de jouissance de ce patrimoine fait partie des notions de patrimonialisation et il est important que les Tomoxiens aussi en bénéficient. Et par rapport à la question des copies, vous savez, avec le document politique établi, et une stratégie a été mise en place dedans qui est que l'État joue un rôle de, comment nous pouvons appeler ça, un contrôle strict sur ces manuscrits. Mais si je dis un contrôle strict, toutefois, il faut reconnaître que les gens ont besoin d'accéder à ces manuscrits. Donc, ce contrôle strict a pour objet de savoir qui fait quoi avec les manuscrits sans empêcher qui que ce soit à faire ce qu'il voudrait faire tant qu'il est dans l'égalité. Est-ce que vous comprenez? Donc, pour ça, nous avons dit qu'il faut que l'État même s'engage à mettre en place des data centers qui peuvent conserver les manuscrits anciens. Parce que si nous numérisons les manuscrits et qu'on n'a pas la capacité de backup ici chez nous au Mali, donc nous sommes obligés de les confier à d'autres compagnies, à d'autres universités pour pouvoir les garder. Mais si nous-mêmes nous nous dotons des capacités matérielles pour conserver ces manuscrits, cela est possible et nous-mêmes, nous allons créer nos propres plateformes pour accéder à ces manuscrits. Donc, aujourd'hui, il y a une société au Mali qui s'appelle SMTD. Donc, nous sommes en train de voir comment mettre société qui a des data centers, comment le mettre en contact avec les détenteurs de manuscrits, avec la partie gouvernementale, pour voir dans quelle mesure ils peuvent travailler ensemble pour mieux stocker les manuscrits numérisés. Parce qu'il faut reconnaître que nous avons des millions et des millions d'images aujourd'hui, que ce soit au niveau de l'Institut des hautes études Ahmed Baba ou que ce soit au niveau de la SOAMA DCI. Il y a assez de manuscrits numérisés qu'il faut conserver et qu'il faut bien gérer. Et cela aussi peut être une source d'économie, une source de rentabilité pour le pays et pour les détenteurs des manuscrits. Parce qu'il faut connaître que la conservation de ces manuscrits dépend beaucoup de l'aide extérieure. Et si nous voulons asseoir vraiment une économie solide autour de ça, ça peut profiter à l'État à travers les impôts imposés, mais également à travers les ristournes que les détenteurs pourront avoir en donnant accès aux chercheurs pour pouvoir travailler aux manuscrits. Cela n'est pas nouveau. Nous savons qu'il y a des bibliothèques payantes et les bibliothèques gratuites. Donc, ça sera sous forme de bibliothèques payantes où les sommes collectées pourront contribuer à mieux conserver davantage les manuscrits anciens. Voilà, Modibo, ce que je peux te dire par rapport à ces deux préoccupations que tu as évoquées et j'espère que les participants ont pris bonne note. Euh, Quelles sont les méthodes de conservation employées actuellement pour conserver les manuscrits de Tombouctou et sont-elles adaptées au climat et aux ressources locales? OK. Ça, c'est une question vraiment pertinente. Aujourd'hui, le système mis en place repose sur plusieurs activités. D'abord, il y a ce qu'on appelle la prospection. La prospection permet aux gestionnaires d'aller à la rencontre des détenteurs et voir ce qu'ils ont comme patrimoine documentaire, voir l'état de conservation. Et à travers ça, ils mettent en place un inventaire. Dans cet inventaire, on a 5 informations capitales. Premièrement, on a le titre du document. L'auteur du document, si c'est connu.
les thèmes traités par le document et le, le, le document est constitué de combien de pages ou bien de combien de folios et enfin l'état physique du document. Donc, cet inventaire permet d'avoir déjà une première liste qui va consigner le nombre et les informations sur le fond documentaire. Vous m'entendez? OK. Alors, Oui, donc j'entends maintenant. après l'inventaire, il faut mettre en place un système de conservation physique. Cette conservation physique commence d'abord par les nettoyages, ce qu'on appelle les nettoyages à sec, à travers des brosses fines qui ne blessent pas le papier. Parce que quand on utilise des broches euh, dures, ça peut déchirer ces papiers qui sont déjà fragiles. Donc, on fait ce qu'on appelle un nettoyage à sec. Après le nettoyage à sec, on fait ce qu'on appelle la conservation dans les boîtes d'archives. Ça veut dire il y a des boîtes d'archives confectionnées sur mesure. Ce n'est pas des boîtes d'archives qu'on va acheter au marché et venir prendre des manuscrits. Donc, les dimensions des manuscrits ne peuvent pas être comme les mêmes dimensions des boîtes d'archives standards. Donc, le système développé ici pour les manuscrits de Tombouctou et du Mali, c'est de prendre les mesures de chaque manuscrit et de confectionner des boîtes d'archives sur mesure pour que les manuscrits ne puissent pas bouger dans les boîtes, sinon ça peut être cause de cassure pour les manuscrits. Donc, si les manuscrits sont nettoyés et mis dans des boîtes d'archives, si les fonds ont des capacités ou bien ils arrivent à mobiliser des partenaires pour la numérisation, donc on peut procéder à la numérisation de ce manuscrit. Et il y a aussi l'étape de catalogage. Donc, l'étape de catalogage donne encore beaucoup plus d'informations que l'inventaire. Si nous avons dans l'inventaire que 5 informations clés au Mali ici, dans le catalogage, nous avons jusqu'à 35 éléments descriptifs qu'il faut relever du manuscrit. Auteur, même les dates de naissance de l'auteur, copiste, les débuts du manuscrit, la fin du manuscrit, description de l'état physique du manuscrit, les nombres les lignes par feuille. Toutes ces informations doivent être relevées dans un catalogue. Et ce catalogue donne vraiment des informations détaillées par rapport à chaque élément documentaire. Donc, au-delà de cela, si nous voulons vraiment publier ce manuscrit, il faut faire ce qu'on appelle une édition critique en essayant de trouver minimum des exemplaires du même manuscrit et comparer le texte pour établir un texte uniforme, intelligible et ensuite procéder à la traduction. Donc, en faisant l'édition critique, il faut relever aussi les variantes de chaque copie pour donner une compréhension au lecteur, pour comprendre pourquoi vous avez choisi ces terminologies et non l'autre, pour que le lecteur sache quels étaient vraiment les éléments de différence entre les deux copies du même manuscrit. Et aussi faire la traduction dans les langues soit en anglais, en allemand, en français, selon vraiment l'intérêt du public à ces documents. Voilà comment ici au Mali, les manuscrits de Tombouctou et du Mali sont traités pour mieux les conserver et les valoriser. Voilà. Bonjour. Oh, bonjour, Bonjour. Kafayou, vous Oui, pouvez parler. merci, docteur. Je vous remercie pour cette belle présentation du sujet aussi important relatif aux manières de Tombouctou. Donc, je voudrais poser deux questions. Une question de fond et une question relative à la situation sécuritaire. La question de fond, bon, vous qui avez la chance de lire les manuels, nous, ce n'est pas le cas. Je voudrais savoir quelle est la nature de la science qui est contenue dans ces manuels de Tombouctou. Dans la définition, vous avez dit que c'est des manuels. La définition des manuels, c'est des documents écrits à la main. Est-ce que c'est de la science qui est contenue, c'est de l'ingénierie, c'est du génie civil,
c'est de la législation, c'est du droit, c'est de la médecine, pour qu'on puisse savoir, en fait. Alors, le deuxième point, comme il s'agit d'un patrimoine riche, effectivement, mais un patrimoine matériel, les dispositions sécuritaires sont extrêmement importantes. Alors, je pose la question avec la situation du pays de l'Afrique de l'Ouest, bon, que vous connaissez bien, que nous connaissons tous, la situation d'insécurité. Et comme s'il s'agit d'un patrimoine matériel, quelles sont les dispositions sécuritaires? Est-ce que c'est une sécurité d'État qui est mise en place dans les lieux où se trouvent ces manuels pour sécuriser en fait les manuels, ou simplement ce sont des privés qui sont constitués pour en tout cas sécuriser ces manuels? Voilà donc les deux questions que je voudrais poser et merci beaucoup de cette présentation. Merci beaucoup, Monsieur Diouf, pour ces questions. Pour la première question, la nature des sciences contenues dans ces manuscrits, je l'ai dit, il s'agit de l'ensemble des disciplines scientifiques que vous connaissez, avec des croquis à l'appui. Si vous voyez ma présentation, si vous permettez que euh, je l'ouvre encore, je vais vous montrer une image. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, on le voit. Voilà. Donc, avec ce manuscrit que vous voyez, ça c'est un manuscrit sur l'astronomie. Et là, il est en train d'expliquer l'éclipse solaire et l'éclipse lunaire dans ce manuscrit-là. Et vous voyez, au moment où ils faisaient ces dessins, ils avaient leur système de dessin. Mais nous, aujourd'hui, on travaille avec les compas pour faire des cercles. Mais à ce moment, ils avaient aussi leur propre système. Et là, on pourrait faire une autre conférence sur les outils utilisés dans la production des manuscrits anciens, qui ont tous un rôle bien déterminé. Et vous voyez, donc ça, c'est de l'ingénierie, ça, c'est de la science. Vous voyez, donc tout ce que nous pouvons aujourd'hui imaginer comme matière scientifique dans les domaines de la médecine, de la biologie, de tout ce que nous savons aujourd'hui, vraiment, nous avons des manuscrits qui en ont abordé. Et aujourd'hui, dans mon intervention, j'ai donné l'exemple sur le projet sud-africain intéressé qu'aux manuscrits mathématiques et aux manuscrits en astronomie et en astrologie. Vous voyez? Donc, vraiment, toutes les sciences que nous connaissons aujourd'hui ont été abordées dans ces manuscrits et avec des commentaires de nos savants ici. Donc, c'est pourquoi je catégorise les manuscrits. Il y a ce qu'on appelle les manuscrits qu'on a exportés, qu'on a importés. Ça veut dire nous avons acheté, nos alliés ont voyagé, ils ont ramené des copies, ou bien les commerçants sont venus avec des copies des auteurs qui ne sont pas de la zone. Nous avons ces manuscrits. Et ces manuscrits ont fait l'objet d'études locales comparées à nos savoirs. Donc, ça fait déjà une deuxième production et une troisième production que nous pouvons trouver dans ces manuscrits. Ça, c'est des initiatives locales d'érudition et qui ont fait l'objet de publications. Donc, nous avons vraiment l'ensemble des savoirs que nous connaissons aujourd'hui dans ces manuscrits. Même la musique est abordée avec les notes, tout est dessiné dans ces manuscrits. Donc, tous les domaines scientifiques sont concernés et se trouvent dans les manuscrits. Pour la deuxième question sécuritaire, aujourd'hui, les États vraiment ont cette responsabilité de protéger les citoyens et leurs biens et surtout des objets patrimoniaux. Ça relève vraiment comment dire, du rôle régalien vraiment de l'État et des forces armées de l'État. Mais aujourd'hui, au Mali, aucun édifice qui contient des manuscrits n'est gardé avec la force de sécurité malienne. Donc,
Je ne sais pas pourquoi, mais peut-être que nous pensons que c'est mieux ainsi. C'est mieux ainsi pour l'instant, puisque ce sont là ces forces qui sont aujourd'hui les cibles des attaques. Donc, si et ils sont à proximité de des endroits où ces manuscrits sont gardés, donc au lieu de sécuriser les manuscrits, mais on les expose davantage. Ça, c'est mon avis personnel. C'est mon avis personnel. Donc, je pense que on peut trouver d'autres alternatives de surveillance de ces bâtiments, et 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans que ce soit bien visible. Voilà ce que je peux dire par rapport à l'aspect sécuritaire de ces manuscrits aujourd'hui. Merci. Non, j'ai une proposition ici de Seydina Omar Diédhiou, euh, qui me demande de transmettre sa proposition car il est dans l'incapacité de parler. Il dit, je crois que vous pouvez vous faire aider par les écoles, lycées et collèges où on pourrait établir des manuscrits comme il y a des clubs de littérature, d'histoire et géographie, etc., avec un programme qui tourne autour de ces défis de sensibilisation et d'étude des contenus des manuscrits. OK. Merci beaucoup, Aïssatou, pour cette lecture. C'est une recommandation pertinente et que nous avons déjà essayé de mettre en place. Je vous ai dit dans mon intervention que les actions de l'UNESCO pour une campagne de sensibilisation sur le manuscrit ont touché plus de 12 000 lycéens. Donc, au-delà de ça, nous avons, avec l'aval du ministère de l'Éducation nationale du Mali, mis en place dans 52 lycées un comité de savoir, CS, qu'on a appelé comité de savoir. Ce comité de savoir est constitué de 3 étudiants, j'ai dit trois enseignants et 12 élèves, en recommandant de respecter la parité homme-femme par rapport à cela. Le rôle de ce comité du savoir serait de garder un lien entre l'établissement scolaire et la bibliothèque des manuscrits dans les localités. Et à chaque fois qu'il y a des actions, des activités scolaires, qu'il soit prévu des créneaux pour ces élèves qui sont allés à la bibliothèque, aller faire des recherches documentaires sur un auteur, sur le thème d'un manuscrit, sur un corpus, sur un sujet d'actualité de leur communauté, de leur localité qui est traité par les manuscrits. Donc, ces élèves, sous l'encadrement de ces 3 enseignants, font ce travail-là et ils viendront faire la restitution à d'autres élèves qui n'ont pas eu la chance d'aller voir ces manuscrits. Et ça donne le courage à d'autres élèves, vraiment, de continuer à fréquenter les bibliothèques de manuscrits et d'aller s'abreuver vraiment au savoir qui est là-bas. Voilà ce que nous avons mis en place avec l'accord du ministère de l'Éducation nationale. Et je pense que cela répond à sa préoccupation qui est pertinente et que nous allons voir comment l'améliorer davantage. Parce que notre objectif est qu'il y ait vraiment dans le curricula vraiment une discipline portant sur le patrimoine culturel, notamment les manuscrits anciens. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre dans l'assistance qui voudrait prendre la parole? Merci beaucoup, conférencier, pour la qualité de sa présentation. Et à l'instar du Mali, la plupart des pays ouest-africains ont fait l'objet de colonisation par la France. Et dans le contexte de la conquête coloniale à l'époque, il y a certaines matières précieuses ou certains documents qui ont fait l'objet de pillage par, le, par les colons. Maintenant, est-ce qu'à ce jour, par hasard, il n'existe pas de documents de l'autre côté de l'Occident et qui relèvent directement du patrimoine malien dans le cadre
de, des documents faisant l'objet de la présente conférence. Donc, c'est ma première question. La deuxième préoccupation, c'est par rapport euh, à la conservation, ou je dirais à la formalisation des documents manuscrits. Nous sommes dans le domaine scientifique. Lorsque par hasard, je viens au niveau de votre bibliothèque ou au niveau de votre centre et j'ai besoin d'une information pour renforcer, eh, eh, comment dirais-je, mon travail, est-ce qu'à ce jour, il existe des références qui puissent permettre à un chercheur de citer eh, une information issue d'un document manuscrit? Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Smaïlou, pour ces questions pertinentes. D'abord, concernant le pillage des manuscrits, cela, de toute évidence, a été fait. Je l'ai mentionné dans mon intervention. Le fonds de El Hadj Oumar Tall, la bibliothèque d'El Hadj Mojatar à Ségou. Ségou est située à 243 km de Bamako. C'est une ville historique. Donc, son fonds, sa bibliothèque a été transférée ou pillée vers la France et qui se trouve aujourd'hui dans la Bibliothèque nationale de France, sous appellation le Fonds oumarien ou bien la Bibliothèque oumarienne. Donc, si vous partez sur Gallica, qui est un moteur de recherche développé par la Bibliothèque nationale de France, vous pouvez accéder à ces manuscrits-là et d'autres manuscrits venus de l'Afrique qui sont numérisés et se trouvent accessibles au grand public. Alors, le Mali avait pris des initiatives au temps du président, je crois, du président Moussa Traoré, et lorsque l'ancien président Alpha Omar Konaré était ministre, donc il a pris des initiatives pour le retour de ces fonds. Mais malheureusement, le Mali n'a reçu que des copies microfilmées. Et en ce moment, les conditions n'étaient pas réunies à Tombouctou pour mieux conserver ces documents sur les microfilms. Donc finalement, ces documents ont été perdus parce que impossibilité de les lire aujourd'hui. Ce que vous voyez. Donc, il y a eu cette initiative vraiment de chercher à faire retourner ces documents, mais qui n'ont pas abouti. Et les copies microfilm aussi mises à disposition n'ont pas pu être exploitées comme il le faut parce que les conditions n'étaient pas totalement réunies pour cela. Alors, concernant l'accès à ces manuscrits, si aujourd'hui vous êtes chercheur, vous travaillez sur un domaine et vous voulez avoir des références dans les manuscrits, il est, il vous suffit de contacter ces entités, soit l'Institut des hautes études Ahmed Baba, ils ont un site internet développé, vous pouvez les écrire à travers ça. Et aussi l'ONG Savama Desi, qui a un site web développé. Donc, vous pouvez les contacter à travers leur site où il y a leur adresse email, leur numéro de téléphone. Voilà, vous pouvez les contacter et voir dans quelle mesure vous pouvez faire vos travaux de recherche et comment ils peuvent mettre les manuscrits à votre disposition. Voilà. Je pense que cela répond à vos préoccupations. Oui, merci. Est-ce que quelqu'un d'autre dans l'assistance a une autre question ou une contribution? Mhm. En attendant la question de M. Adam Chabi. Bon, je suis en train d'écrire. Je ne sais pas si ça serait un peu long, mais voilà, on a un problème de connexion. On s'entend pas? OK, allez-y, écrivez, s'il vous plaît, écrivez. Ou bien je peux pas faire Très pertinent. si ça peut être possible. Aussi, pour les assistants, je mets dans le chat mon email au cas où vous avez des questions, même au-delà
de cette session de séminaire. Si vous avez des questions concernant la préservation des manuscrits du Mali ou du Tombouctou, donc je mets mon adresse email professionnelle ici. Vous pouvez écrire et on pourra vous donner les réponses si nous les avons ou vous orienter vers les centres qui détiennent aujourd'hui les manuscrits. Donc, vous avez mon adresse dans le chat ici. Je crois que c'est bien écrit. b.aureunesco.org. En attendant la question de M. Chabi, on a Mohamed Dian qui demande est-ce qu'il existe des manuscrits du même type dans d'autres pays? Je voudrais savoir, il nous écrit d'où? Où est-ce qu'il est? Il est dans quel pays? Si ce n'est Mohamed pas... Dian, Mohamed Dian, il est du Sénégal. Ah, ok. Je voudrais lui dire que même au Sénégal, il y a des manuscrits anciens. Il peut aller voir la bibliothèque de l'IFAN. Hein. Voilà. Donc, il y a des manuscrits même au Sénégal dont les catalogues sont établis. Il peut consulter le site de Al-Fourqan, Fondation Al-Fourqan de Londres, donc où on voit la liste des catalogues de ces manuscrits. Et c'est pour lui dire que dans toute l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique de l'Est aussi, nous avons des manuscrits. Je donne l'exemple sur la Mauritanie, le Niger, le Nigeria, la Guinée-Conakry, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, euh, en Éthiopie, hein, au niveau de Zanzibar. Donc, là-bas, similairement au manuscrit de Tombouctou, nous avons d'importants aussi fonds documentaires. Et il y a, je ne sais pas, peut-être en tant que Sénégalais, vous devez connaître Jacques Habib Sy. Et donc, il a fait un ouvrage collectif qui a été fait sous sa direction, qui parle de manuscrits anciens de l'Afrique. Donc, c'est en 2 volumes. Je pense que si vous parvenez à vous procurer de ces 2 volumes, vous aurez encore d'amples informations sur la présence des manuscrits au-delà du Mali. Je vous remercie. Monsieur L'ouvrage de Chabi, Jacques Habib Sy s'appelle L'Afrique, berceau de l'écriture. d'accord. Vous pouvez répéter le titre, s'il vous plaît, pour les autres? L'Afrique, berceau de l'écriture, sous la D'accord. direction de Jacques Habib Sy. Mohamed Chavi, on vous attend toujours. Vous n'avez pas écrit votre question. Il dit sur l'initiative du président béninois, les documents et œuvres d'art pillés dans la plupart des pays de l'Ouest africain sont en train d'être restitués. Que fait actuellement le Mali pour le retour de sa documentation pillée? OK, je pense que j'avais répondu initialement à cette question par rapport à l'initiative que M. Alpha Omar Konaré, étant ministre, avait fait pour le retour des manuscrits des fonds omariens de la bibliothèque de France et les copies microfilmées que l'Institut Ahmed Baba avait reçues et qui n'ont pas pu être exploitées. Voilà. Mais en dehors de ça, je ne connais pas au stade actuel quelle initiative est en cours, mais je sens que les gens en parlent, mais je ne connais jusqu'à la date d'aujourd'hui aucune initiative formelle, entreprise dans ce sens. Je vous remercie. Merci, Monsieur Traoré. Un mot de la fin. Ok, merci beaucoup. Je voudrais tout d'abord vous remercier et l'ensemble de votre équipe au niveau du laboratoire et ainsi que l'ensemble des participants et participantes à ce séminaire.
J'espère être à hauteur de vos souhaits et que les informations partagées vous seront très utiles. J'ai partagé aussi mon email en cas de besoin. Vous pouvez m'écrire encore pour plus d'éclaircissement et dire aussi que le livre, l'intitulé du livre de Jacques Abibsi que je viens de partager, vous pouvez les consulter et aussi sous la direction de Nkoman Doumbé III du Cameroun. Et il y a aussi un ouvrage auquel j'ai participé qui s'appelle euh, Les trésors écrits de Tombouctou. Donc, c'est un ouvrage aussi que vous pouvez vous en procurer, où il y a aussi assez d'informations sur ce que nous faisons. C'est pour dire que le domaine des manuscrits anciens est vaste et large. Et il est important aujourd'hui que la jeunesse africaine s'y intéresse et que la jeunesse africaine voit en langue arabe comme un outil, une langue scientifique, un outil de recherche et apprendre cette langue pour pouvoir déchiffrer de mieux possible les manuscrits anciens. Et au-delà, nous devons travailler en coopération entre différents pays, puisque le Mali est entouré de sept pays-là et tous ces sept pays disposent des fonds de manuscrits. Et je pense qu'il est important que nous mettions en place vraiment des systèmes de coopération qui nous permettraient de fédérer les efforts et de pouvoir mieux protéger ces manuscrits et faire des échanges entre nous sur les contenus de ces manuscrits, que les scientifiques maliens puissent partager leurs connaissances avec les scientifiques sénégalais autour de ces manuscrits. C'est une très bonne initiative qu'il faudrait penser à mettre en place et je pense que votre laboratoire pourra jouer un rôle essentiel dans cela. J'ai vu pour le premier séminaire, vous avez parlé avec un de mes concitoyen Mohamed Maïga. Et aujourd'hui, c'est mon tour. Demain, je voudrais assister avec un Sénégalais ou un Béninois ou un Burkinabé qui aussi pourrait partager les connaissances sur l'existence des manuscrits dans son pays. Je pense que c'est comme ça on pourra mettre en place un véritable réseau autour de cette question et travailler mutuellement pour mieux encore valoriser ces manuscrits et apporter beaucoup plus à cette civilisation mondiale. Je vous remercie. Merci à vous, Monsieur Traoré. Sans plus tarder, je vais passer la parole à la direction du LASPAT. À Merci bientôt. beaucoup, Monsieur Traoré, pour votre contribution. Merci à Aïssatou pour la modération et merci pour avoir assisté à ce séminaire. Nous nous retrouvons dans un jour pour le séminaire Tombouctou. Merci à tout le monde et prenez bon soin de vous et bonne journée.